Portrait de Margaret Ogilvy par son fils, James Matthew Barrie. Chapitre 1. Où il est dit comment son doux visage vint à ma mère. Le jour de ma naissance, nous achetâmes 6 chaises foncées de crin. Ce fut un événement d'importance à l'échelle de notre petite maison. Cela constituait la première grande victoire dans la longue campagne domestique d'une femme. Les heures de travail qu'elle représentait, le billet d'une livre et les quelques 33 pence qu'elles avaient coûté, l'anxiété au sujet de leur achat, leur belle ordonnance dans la chambre ouest, l'air exagérément détaché de mon père quand il les avait ramenées à la maison. Mais son visage était pâle. J'ai si souvent entendu ce récit depuis lors. J'ai participé à tant de triomphes de la sorte, petit garçon et plus tard lorsque je fus un homme, que l'arrivée des chaises me semble être comme l'un de mes propres souvenirs, comme si le jour même j'avais bondi hors du lit et couru les admirer. Je suis certain que ma mère se consumait de l'impatience d'aller les voir, bien avant que ses jambes ne fussent capables de la soutenir. Dès l'instant où on la laissa seule avec moi, on la retrouva pieds nus dans la chambre ouest, en train de prodiguer des soins à une éraflure qu'elle avait été la première à déceler sur l'une des chaises, prendre place dans des poses royales sur chacune d'elles, ou encore faire mine de quitter la pièce et rouvrir soudainement la porte pour les prendre toutes les 6 par surprise. Alors, il me semble qu'un châle avait été jeté sur elle. Il m'est étrange de penser que ce n'était pas moi qui m'étais précipité vers elle avec ce châle, et qu'elle avait été reconduite au lit sous bonne escorte. On lui rappela sa promesse de ne pas bouger. Est-ce là? Elle répondit probablement qu'elle s'était absentée. Certes, mais si peu de temps que l'on pouvait donc en conclure qu'elle n'avait pas du tout quitté son lit. Ainsi, je n'eus pas à attendre pour qu'un petit trait de sa personnalité me fût révélé. Je me demande si j'en eus conscience. Je m'interroge encore. Les voisins rendaient visite aux garçons et aux chaises. Étaient-elles sincères avec moi en affirmant qu'ils étaient nos semblables, ou bien vis-je clair en elles dès le premier instant? En effet, elle était si transparente. Quand elle fit mine de s'accorder avec eux sur le fait qu'il m'était impossible de recevoir une éducation supérieure, me laissais-je abuser, ou bien étais-je déjà consciente de la nature des ambitions ardentes abritées derrière ce visage aimé? Lorsqu'ils parlèrent des chaises comme d'un but rapidement atteint, étais-je si novice dans l'art de lire en elles que ses lèvres timides dussent effectivement prononcer ces mots, et ce n'est qu'un début. Et, lorsque nous fûmes laissés seuls en tête-à-tête, ai-je ri des grandes choses qui agitaient son esprit, ou bien dut-elle d'abord m'en informer dans un murmure? L'ai-je ensuite enlacé en lui disant que je l'aiderais dans ses projets? Il en fut ainsi pendant si longtemps, qu'il me paraît étrange qu'il n'en ait pas été de même dès le commencement. Pendant 6 ans, tout fut matière à conjecture. Au terme de celle-ci, apparut soudain le portrait de la femme qui en avait été jusque-là le personnage principal. J'ai évoqué ses lèvres timides, mais elle ne l'était pas à l'époque. Elle était devenue lorsque je fis vraiment sa connaissance. Son doux visage, on m'a raconté qu'il n'était pas aussi doux à cette époque. Le châle qui avait été jeté sur elle, nous n'avions pas en ce temps-là commencé à la pourchasser avec un châle, ni à faire pour elle un rempart de nos corps contre les courants d'air. Nous n'avions pas pénétré sur la pointe des pieds dans sa chambre 20 fois dans la nuit, pour veiller sur son sommeil. Nous n'avions pas remarqué combien elle devenait petite, pas plus que nous nous sursautions quand elle s'étonnait tout haut de voir à quel point ses bras étaient devenus minces. Dans ses moments les plus heureux, et jamais il n'y eut femme plus heureuse, sa bouche n'était pas agitée par un tic soudain, et les larmes n'emplissaient pas ses yeux bleus silencieux, dans lesquels je lus tout ce que j'ai jamais su de la vie, et tout ce que j'ai à cœur d'écrire. Oui, lorsqu'on plongeait son regard dans celui de ma mère, on comprenait, comme s'il vous l'avait dit lui-même, pourquoi Dieu l'avait mise au monde. C'était pour ouvrir l'esprit de tous ceux qui étaient en quête de belles pensées. Car c'est là le commencement et la fin de la littérature. Ces yeux que je ne peux discerner avant mes 6 ans révolus m'ont éclairé sur le chemin de la vie, et je prie Dieu qu'ils puissent demeurer jusqu'au dernier jour mes seuls juges sur cette terre. Ils ne furent jamais davantage mon guide que lorsque j'apportais mon aide pour la mettre en terre. Je ne gémissais pas, parce que ma mère m'avait été reprise après 76 ans d'une vie glorieuse, mais j'exultais en me souvenant d'elle, jusque devant sa tombe.